Salut la team, j'ai vu le 5e épisode des Anneaux de Pouvoir et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis et aussi quelques explications sur cet épisode. Et on commence dès maintenant la vidéo, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Pour la première fois depuis le début de la saison, nous avons vu tous les personnages de la série et même ceux qu'on n'avait jamais vus. Toutes les intrigues semblent réunir la plupart des personnages pour l'inévitable grand combat pour la Terre du Milieu. L'épisode dévoile quand même pas mal de choses et les scènes dans les forêts elfiques au tout début de l'épisode sont d'une telle beauté qu'il est difficile d'éloigner son regard de l'écran. Les humains des terres du sud qui ont fui vers la tour elfique pour échapper à Hadar et son armée, quant à eux, ne vont pas bien. Environ la moitié de leur groupe a suivi Waldreg pour accepter Hadar sur son offre de reddition. C'est vraiment drôle de voir à quelle vitesse il passe de la promesse de fidélité à Sauron à l'offre de servir celui qui dirige l'armée orque. Ici, tout ce que nous devons savoir se trouve dans l'expression de Waldreg, passant de l'horreur à la sombre détermination. Du côté de Halbrand, il est prêt à accepter sa responsabilité en tant que roi, mais nous ne savons toujours pas exactement ce qui l'a poussé à fuir. La scène faisait aussi référence à Waldreg, impliquant qu'il s'est peut-être également agenouillé devant les forces obscures et est coupable de crimes horribles, mais s'il se montre digne, il est probable que personne ne s'en souciera plus tard. Ailleurs, la relation entre Durin et Elrond se complique alors qu'Elrond découvre la vraie raison pour laquelle il a été envoyé à Khazad-dûm. La forge sur laquelle il travaille et qui doit être achevée au printemps aidera à préserver les âmes éternelles des elfes de la propagation et de la corruption. Finalement, tout le monde ne dit pas la vérité dans cet épisode. Je ne sais pas pourquoi Isildur ne balance pas Kerem, vu qu'à la base il aimerait être digne, là c'était une bonne occasion. Peut-être que ce gamin agit tout seul parce qu'il s'inquiète sincèrement que son pays soit entraîné dans la guerre de quelqu'un d'autre. Mais l'admiration qu'il a exprimée pour Pharazôn me fait penser que ce n'était pas son idée. Pharazôn continue, lui, d'essayer de semer la méfiance envers les elfes et d'exhorter Núménor à rester isolé. Retracer la source du sabotage aurait pu donner à tout le monde une idée de ce qu'il prévoyait. Les personnages partagent leurs secrets cette semaine alors qu'ils se réunissent pour faire face à la menace des ténèbres qui descend sur la Terre du Milieu. Cet épisode consiste à prendre des décisions difficiles et à tester la loyauté avant ce qui s'annonce comme un grand combat pour la survie des humains des Terres du Sud. Maintenant, revenons plus précisément sur les révélations de cet épisode. Votre loyauté envers les nains est admirable. Il n'est pas surprenant d'être loyal envers un ami. La série écrit une origine totalement nouvelle pour le Mithril. Selon le haut roi Gil-galad, les elfes ont une vieille légende que beaucoup considèrent comme un conte de fées appelé le chant des racines d'Itlaglir. Et désolé pour la prononciation. Il était une fois un guerrier elfe sans nom à affronter l'un des Balrogs de Morgoth sur les monts brumeux. Cet elfe avait découvert l'un des 3 précieux Silmarils cachés dans un arbre au sommet des rochers et cherchait à le récupérer, tandis que le Balrog voulait l'éteindre, la pierre à la place. Les Silmarils étaient des bijoux fabriqués par Fëanor, mais volés par Morgoth et emmenés en Terre du Milieu. Fëanor a prêté serment à lui-même et à ses descendants au nom de les récupérer, ce qui signifie que l'elfe sans nom dans cette légende est probablement un fils de Fëanor remplissant son devoir familial. Selon la légende des elfes, cet elfe a versé sa lumière dans l'arbre pour le protéger. Le Balrog a répliqué en bombardant l'arbre de ses ténèbres. Un éclair est venu frapper l'arbre et combiner la lumière du Silmaril avec les forces proches du bien et du mal, envoyant une vague à travers la montagne. Ce processus a créé un minerai spécial au sein de la Moria qui brillait de la lueur d'un Silmaril, possédait la force et le courage d'un Balrog, mais avait la pesanteur et la grâce de l'elfe. Les nains de Khazad-dûm découvriront plus tard ce minéral et le Mithril est né. Et cette nouvelle mythologie du Mithril est une réécriture assez flagrante de plusieurs aspects du travail de Tolkien, à commencer par la façon dont un Silmaril s'est retrouvé coincé dans un arbre. Les mouvements des Silmarils sont bien documentés après leur arrivée en Terre du Milieu. 2 ont été gardés par Morgoth, puis rapidement perdus à jamais après sa défaite. L'un sous la mer, l'autre profondément sous la terre. Le 3e Silmaril a été enlevé à Morgoth et passé d'un propriétaire à un autre avant de se retrouver sur la tête d'Erendil. Et la série a déjà confirmé que l'histoire du père d'Elrond est un canon de la série. Quand et comment un Silmaril s'est retrouvé dans un arbre au sommet des monts brumeux, et donc, c'est un super mystère quoi.
Comme je disais plus tôt, l'elfe dans le mythe de Gil-galad pourrait être un fils de Fëanor, et les Balrogs étaient Mayas corrompus par Morgoth. Donc la bataille elle-même se déroule bien. Hélas, l'elfe pompant sa lumière magique dans l'arbre a un lien moins évident avec la tradition de Tolkien. Les Calancendii étaient des elfes bénis en voyant les 2 arbres de Valinor, et ils sont devenus plus mystiques et puissants que des parents qui n'ont jamais vu des troncs brillants. La série interprète le Calancendii plus littéralement. On parle des elfes vivants de la Terre du Milieu comme des batteries remplies de lumière. Ils peuvent distribuer ce cadeau à d'autres, mais ont éventuellement besoin d'être rechargés à Valinor. Mais de loin, le plus grand changement de la série est le recadrage du Mithril en tant que création née de 3 forces de Valinor, la lumière, les ténèbres et un Silmaril. Dans la tradition de Tolkien, le Mithril était naturel, juste une substance vraiment utile que les nains ont extrait des roches. L'histoire du Mithril peut être sauvage et peut s'écarter massivement de la continuité établie, mais l'histoire de Gil-galad sur l'elfe et le Balrog a plus de sens que vous ne le pensez à première vue. Le Mithril a toujours été trouvé exclusivement dans la Moria, et l'origine anormale des anneaux de pouvoir expliquerait pourquoi le minéral est limité à un seul endroit en Terre du Milieu. Nous pouvons peut-être aussi supposer que le Balrog qui a frappé l'arbre avec les ténèbres est Durin, et qu'il est peut-être descendu lui-même dans la Moria en voulant vaincre la lumière Silmaril piégée dans le Mithril. Tolkien a écrit que les elfes de Gil-galad ont entendu des rumeurs sur la découverte du Mithril et ont établi Eregion, avec l'intention de commercer avec les nains de la Moria à proximité. Bien que ces événements soient réinterprétés pour la série, le mythe des elfes avec un Silmaril frappé par la foudre au sommet des monts brumeux pourrait expliquer le début de ces rumeurs. Enfin, le public peut également se reposer tranquillement en sachant la raison pour laquelle Durin a finalement donné aux elfes l'accès au Mithril, après s'être d'abord donné beaucoup de mal pour garder la découverte secrète. L'existence même des elfes dépendait du Mithril, donc soit les nains n'étaient pas assez insensibles pour laisser mourir une race entière, soit Durin et son peuple ont réalisé qu'ils pouvaient littéralement facturer n'importe quoi aux elfes pour leur Mithril et s'en tirer avec ça. Il y a quelque chose que vous savez pas. En apercevant la poignée de l'épée noire de Théo, Arondir se souvient immédiatement avoir vu la relique auparavant. Il retire des arbustes à l'intérieur d'Ostirith et révèle une épée presque identique incrustée dans les murs de la montagne, apparemment entrelacée avec des racines d'arbres et des roches, probablement depuis la guerre de colère du premier âge contre Morgoth. Ces détails clés suggèrent que les lames enchantées des ténèbres étaient autrefois beaucoup plus courantes. Peut-être que de telles épées ont été largement distribuées parmi les sbires les plus puissants de Morgoth pendant son règne sur la Terre du Milieu, mais la poignée cassée de Théo est la seule pièce qui reste manant pendant les Anneaux de pouvoir. La deuxième épée des Anneaux de pouvoir, celle qu'Arondir découvre à Ostirith, a plus qu'une ressemblance passagère avec celle en possession de Théo, avec les 2 poignées ornées étroitement assorties. L'épée dans la montagne, cependant, semble inactive, bien qu'il soit possible que le pouvoir de l'épée ait été d'une manière ou d'une autre supprimé par la nature. Il est peut-être plus probable que la magie de la deuxième lame ait été épuisée après que son objectif ait été atteint, contrairement à celle de Théo qui possède toujours un grand pouvoir. La révélation d'Arondir de plusieurs épées empale plusieurs théories des anneaux de pouvoir directement dans le cœur. Beaucoup avaient soupçonné que la poignée appartenait autrefois à une épée importante de l'histoire de la Terre du Milieu ou une arme brandie par Sauron ou Morgoth. Bien que l'artefact soit en effet spécial, nous savons maintenant qu'il fait partie d'un ensemble plutôt qu'une pièce unique en son genre. Cela pourrait ajouter de la crédibilité à la théorie populaire selon laquelle la poignée de Théo est une sorte de lame de Morgul, l'une des épées de magie noire portées par les Nazgûl. L'épisode 5 brise la théorie selon laquelle la silhouette qu'on voyait dans la bande-annonce est Sauron, mais il existe néanmoins très probablement un lien entre eux et l'ennemi manquant de la Terre du Milieu. En plus de leur robe blanche distinctive, ils sont tous deux vêtus d'iconographie religieuse, portant un bâton et une assiette géante qui se sentent tous deux inspirés par une foi fictive. Le trio énigmatique pourrait être des adeptes du culte de Morgoth. Contrairement à Sauron, Morgoth était vénéré par beaucoup comme un dieu. Le trio d'occultistes ou d'émissaires des anneaux de pouvoir pourrait être des fidèles de Morgoth, attendant de poursuivre la mission de leur maître. Ceci est également mis en évidence par les doigts noirs tachés du gardien qui pourraient indiquer qu'il pratique de la magie noire. Ils sont rassemblés autour du cratère même que Meteorman a fait pendant son atterrissage, confirmant tacitement leur recherche de celui qui est tombé du ciel.
Et donc, si ces trois-là sont fidèles à Morgoth et Sauron, et sont maintenant à la recherche de Meteorman, disons que, finalement, ça c'est peut-être lui Sauron. Le grand livre de connaissances de Sadok Boros et les divagations de Waldreg à Théo parlaient tous deux de l'arrivée de Meteorman comme d'un événement prédestiné et prophétisé. Waldreg affirmant même que l'étoile filante marquait le retour de Sauron en Terre du Milieu. Le trio des anneaux de pouvoir en robe blanche aurait peut-être été responsable de la prédiction de cette prédiction en premier lieu, ou bien ils ont entendu la même histoire que tout le monde. Quoi qu'il en soit, un trio de personnages cultes traquant Meteorman ne fera qu'alimenter les spéculations selon laquelle l'ami poilu de Nori était autrefois l'homme de main préféré de Morgoth. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses à récapituler suite à cet épisode. Toi, si tu as vu l'épisode, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager, la liker. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.